Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une vidéo très attendue. C'est un petit peu la suite spirituelle à là, un peu plus d'un an, j'avais fait le projet water cooling, si vous vous souvenez, où j'avais water coolé mon PC. C'est un peu mon premier full water cooling custom. Et du coup, cette année-ci, au final, on a l'update, le nouveau PC. Vous avez dû le voir peut-être sur la chaîne gaming. J'ai une chaîne gaming aussi pour ceux qui ne la suivraient pas. Et du coup, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Ici, cette vidéo, évidemment, va être différente. Vous allez certainement voir certains plans qui sont les mêmes, mais on va être un peu plus technique. Je vais parler des petits problèmes, si ça vaut la peine de faire du water cooling aussi. Un petit peu aussi comment est fait ce water cooling en particulier, par exemple là où va l'eau. Et puis aussi un petit peu des températures, comme ça vous savez qu'est-ce que ça donne. Et aussi un petit peu, je pense le plus important, qu'est-ce que j'ai gagné à water cooler. Qu'est-ce que j'ai perdu? Beaucoup de l'argent, surtout de l'argent, ouais. Bref. Alors très vite fait, avant qu'on commence à parler un petit peu de tout ça, les specs évidemment, c'est très important. Donc, on est sur un PC sous Ryzen, 3e génération, donc on a un 3900X qui, je vous rappelle, tourne de base à 3,8 GHz. Ici, il booste même jusqu'à 4,1 sur tous les cœurs. On a une RTX 2080 Ti Strix d'Asus qui, évidemment, a un petit peu changé vu qu'elle n'a plus son assez grand refroidissement à air. Et ici, un water block. Je vais parler un petit peu des pièces de water cooling après. On a aussi 32 Go de RAM de chez G-Skill. C'est la Trident Z Neo. C'est un kit qui est fait spécialement pour Ryzen. C'est franchement un excellent kit. RGB, bon, pour ceux qui s'en fichent, il me semble qu'il est même vraiment pas plus cher que le kit non RGB, mais c'est surtout qu'il a des bons timings, une bonne fréquence et il fonctionne directement. Genre, vous le mettez en carte mère, vous réglez le profil XMP, ça marche, c'est génial. En parlant de profil XMP, la carte mère est l'Asus X570 Crosshair Formula 8. C'est long comme nom. C'est une carte mère assez haut de gamme, peut-être même très overkill, on va être très honnête. Il y aurait moyen de s'en sortir avec moins, mais ce que j'aimais bien, c'est ton design qui est très subtil, très classe. Le RGB est à peine visible dessus, il est juste mis d'une façon que j'aime bien, franchement. On a aussi un petit écran OLED qui affiche la température du CPU, ça peut être utile, donc voilà. Au passage, je tiens à préciser que, évidemment, il y a certaines pièces qui sont fournies par certaines marques. Donc, la carte graphique a été fournie par Asus, la RAM a été fournie par G-Skill, mais le reste, la carte mère, j'ai eu d'un autre partenaire commercial, mais ça n'a rien à voir, c'est même, je veux dire, c'est pas de la pub pour autre chose, vu que je les cite même pas, mais tenez compte, oui, que la carte mère, on me l'a donnée, mais par contre, toutes les autres pièces, processeur, boîtier, tout ça, j'ai acheté par moi-même. En parlant du boîtier, c'est une pièce assez importante, selon moi, parce que c'est ce qu'on voit, l'extérieur du PC. Donc là, c'est un Lianli PC Oil 11 XL, donc sa version plus grande. C'est un excellent boîtier, plus pour le water cooling. Vous pourriez l'utiliser pour le air cooling parce que vous pouvez mettre 3 ventilateurs en bas, 3 ventilateurs en haut, 3 sur le côté aussi qui s'ouvrent vers l'intérieur. Donc il est plutôt bien ventilé, mais pour le water cooling par contre, il est juste parfait parce que là, actuellement, et on va en arriver, j'ai mis pas mal de hardware pour le water cooling. Pour les autres pièces, on a 2 SSD notamment, parce que maintenant j'utilise surtout le NAS pour le stockage. Donc les SSD sont surtout là pour stocker les jeux et aussi les programmes. Donc j'ai un SSD avec Windows dessus. J'ai aussi un SSD d'enregistrement où j'enregistre mes vidéos dessus. Mais plus tard, à long terme, j'aurai le meilleur NAS qui me permettra d'enregistrer directement dessus. Et j'ai aussi un SSD pour tout ce qui est les jeux. Ensuite, on en arrive au spec du water cooling en tant que tel. C'est ce qui justifie cette vidéo, ce qui justifie tout ce projet-là. Donc, toutes les pièces viennent notamment, globalement, de chez Ike Waterblock. Je les ai payées par moi-même, je tiens à le préciser. Donc, que ce soit le Waterblock GPU. Donc ça, c'est ce qui refroidit la carte graphique. C'est l'énorme bloc que vous voyez fixé à la carte graphique. Le Waterblock CPU. Donc, c'est ce qui est sur le processeur ici. Vous avez aussi tout ce qui est un petit peu les fittings, que ça s'appelle. C'est tout ce qui permet de raccorder les tubes de water cooling. D'ailleurs, ici, on est sur du soft tubing. Donc, c'est des tubes qui sont pas rigides. Et donc, on peut les plier un petit peu. C'est un peu comme les tubes que vous avez sur un système de water cooling tout intégré. Donc, ils peuvent se plier comme on veut. La raison pour laquelle je suis sur du soft tubing pour le moment, c'était juste parce que j'aime bien que ça fonctionne directement. J'avais besoin que c'est mon PC où je fais mes vidéos. Donc, il devait être fini le plus vite possible. Donc,
c'était par souci de rapidité. C'était aussi pour tester, voir si tout allait bien. Et plus tard, je compte clairement passer sur du hard tubing. Donc là, c'est des tubes qui sont rigides. Donc on ne peut pas les plier comme on veut. Ou si on les plie, on doit les plier avec de la chaleur. Ce sera un peu plus compliqué, mais ça arrivera dans le futur pour une update, on va dire, la version 2 de ce PC-là. En attendant, le reste des pièces, donc encore une fois, la plupart des trucs viennent de chez Ikea. Donc les radiateurs, vous en avez un en bas, vous en avez un en haut. Celui en bas est le plus épais, il est très épais d'ailleurs, il fait plus de 57-58 mm d'épaisseur. Donc c'est l'équivalent de 2 ventilateurs l'un sur l'autre, plus les ventilateurs encore en dessous évidemment. Donc c'est du 360 mm, donc c'est 3 fois 120 mm, donc 3 ventilateurs de 120 mm. Vous avez la même au-dessus, mais moins épais. Donc lui, il fait un peu plus de 30 mm, si je me souviens bien. Donc c'est toujours plus épais que, encore une fois, les kits de water cooling tout intégrés, mais beaucoup moins que celui d'en bas. Donc ça, c'est ce qui nous offre le refroidissement. C'est l'entièreté de la chaleur générée qui finit dans le liquide est dissipée dans ces deux radiateurs. Et évidemment, on a une entrée d'air en dessous, une sortie d'air au-dessus, donc c'est un cycle plutôt naturel qui respecte la convection de la chaleur. Donc l'air froid vient en dessous, l'air chaud sort au-dessus. Donc tout l'air chaud d'ailleurs sort au-dessus de ce boîtier. Donc des fois, quand vous vous mettez en plein jeu avec le processeur bien chargé, la carte graphique bien chargée, vous sentez bien toute la chaleur sortir juste au-dessus. C'est assez impressionnant. Et enfin, la dernière pièce, la plus importante, c'est la plaque de distribution. Donc ça, c'est l'énorme plaque en plexiglas que vous voyez ici, qui est assez grosse et qui en gros permet de stocker, qui sert de réservoir au liquide, mais aussi il y a une pompe attachée à l'arrière, on la voit pas trop, qui permet de faire circuler tout simplement le liquide entre toutes les pièces. Et en gros, c'est ce qui régit un petit peu aussi le placement des tubes. Vous voyez que tous les tubes vont vers cette plaque de distribution parce que ça sert à être distribué justement le liquide. Donc il y a un ordre à tout ça qui est plutôt logique, vous allez le voir. Donc je ferai un plan juste après, je vous montrerai juste le chemin que prend le liquide quand il refroidit le PC. Vous allez voir que c'est plutôt simple. Donc cette plaque de distribution, évidemment, comme j'ai dit, régit assez bien le style de tout le PC. Et ça lui donne cette caractéristique de tous les tubes vers les pièces sont horizontales et tous les tubes vers les radiateurs sont verticales. Donc c'est assez particulier. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pris que du full Ikea Waterblock, ce qui n'est vraiment pas nécessaire d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de prendre toujours la même marque pour toutes les pièces de votre water cooling. Bien souvent c'est compatible entre eux, c'est assez standardisé au final le water cooling. Il y a évidemment plusieurs standards un peu qui existent, mais ça ressemble beaucoup à des standards que vous avez en plomberie, parce que beaucoup de trucs que vous voyez là-dedans viennent du monde de la plomberie. Littéralement, je suis sûr que les gens qui ont commencé à faire du water cooling et qui ont réussi dans ce milieu-là sont des gens qui étaient plombiers ou autre chose. C'est pour dire à quel point ça ressemble vraiment. Donc, j'ai pris surtout en fait Ikea parce que je voulais que le RGB soit consistant. C'est bien le RGB, je suis pas obligé de l'utiliser, notamment par exemple, je peux vite aller dans mon panel de contrôle de chez Asus qui est Armory. Donc là notamment je peux m'amuser à changer la couleur si je veux. Voilà, maintenant c'est jaune. Ou alors je peux être en mode en fait non, pas de couleur, il n'y a rien. Le PC est totalement truqué. Donc ça c'est quelque chose justement dans la vidéo que j'ai fait sur la chaîne gaming, j'ai pas trop montré ça. Et les gens certaines personnes étaient en mode c'est Jackie Tuning ou autre chose. Je peux tout couper si je veux. Et quand c'est coupé, ça fait très propre, très classe. Il n'y a aucune lumière en fait. Le seul point de lumière que vous voyez, peut-être, c'est l'écran OLED de la carte mère qui affiche la température du CPU. C'est tout. Et je pourrais le désactiver aussi en fait. Et sinon aussi, je peux mettre full RGB en mode kéké. Hein, voilà, maintenant c'est kéké tuning. Donc j'ai choisi au final toutes ces pièces pour qu'il y ait une certaine cohérence au niveau des RGB. Malheureusement, et c'est un peu le but de cette vidéo, c'est vous donner des retours et tout ça là-dessus. Il y a des problèmes de cohérence. Notamment, les meilleurs LED RGB de tout le PC, c'est la RAM. La RAM G-Skill utilise des très bonnes LED RGB qui sont vraiment... C'est du full RGB adressable. Et quand je mets la RAM en blanc, elle est réellement blanche. Les autres pièces, surtout la carte graphique, quand vous mettez blanc, c'est plus genre bleu clair, vous voyez ? Surtout avec une caméra. La caméra, elle voit toujours du bleu clair quoi qu'il arrive, mais vous jurez que même à l'œil nu, je vois clairement le bleu clair. Et le problème, c'est que les LED de la carte graphique, par exemple, ne sont pas RGB adressables. C'est juste du RGB simple. Le Waterblock CPU, c'est du RGB adressable. La plaque de distribution, c'est du RGB adressable. Donc,
Il y a des problèmes de cohérence ici, ça vient de Ikea qui ne respecte pas la cohérence, donc je suis un peu déçu là-dessus, parce que l'une des raisons principales pour laquelle j'ai pris que du full Ikea, c'était pour qu'il y ait une cohérence, et au final, on n'en est même pas vraiment, donc je suis un peu... C'est un peu le truc où j'étais en mode, c'est un peu décevant, parce que moi, ce que j'aime bien faire, c'est souvent mettre le boîtier, par exemple, en mode blanc, par exemple. Donc si je me mets en full, donc là, c'est blanc, et comme vous pouvez voir, sur la caméra ici, c'est bleu. Donc, ouais. Enfin bref. Du coup, j'avais dit qu'on parlait un petit peu du loop order, donc je vous propose de voir ça. Ok, nous voilà devant le PC, comme vous pouvez voir, et je vous propose de voir justement dans quel ordre prend le liquide et tout ça. Comment c'est un petit peu monté justement. Donc, j'utilise une plaque de distribution, c'est l'énorme truc RGB que vous voyez là. D'ailleurs, je me suis amusé à mettre en RGB pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en RGB, mais évidemment, je mets la couleur que je veux. Et donc, grâce à cette plaque de distribution, mais aussi à cause de cette plaque de distribution, vous allez voir que le chemin est plutôt simple. Ça, c'est on va dire le réservoir en quelque sorte. Très vertical, pas beaucoup, il contient pas énormément de liquide en réalité. Il doit avoir 400 ml dedans pour information, donc c'est pas grand chose. Donc on peut le remplir soit ici en haut, vous voyez qu'il y a un port en plein milieu de l'écran, ou soit un autre port ici. Donc ce port-là est à l'arrière, l'autre port est à l'avant. Donc le liquide est stocké là. Il se fait attraper par la pompe littéralement juste ici en dessous, là, pas tout au centre de l'écran. Donc là en fait vous voyez la pompe tourner. Ça se voit pas énormément mais le rond que vous voyez là c'est la pompe qui est en train de tourner. Donc on voit l'arrière de la pompe littéralement. Et là il y a un tout petit trou où le liquide ressort. Il passe là, il peut sortir à deux endroits de cette plaque de distribution. Moi il sort via ce premier tube. Donc ça c'est le tube qui mène vers la carte graphique. Vous voyez que j'ai mis d'ailleurs, là il y a des rehausseurs pour que le tube soit un peu plus en face de justement le trou qui est juste là. Comme ça quand j'utiliserai des tubes rigides, ce sera parfaitement en face, il n'y aura aucun problème. Donc ça c'est la carte graphique, elle se fait refroidir. Donc il y a on va dire un circuit dans la carte graphique, mais ça c'est fait par le waterblock automatiquement, il n'y a pas besoin de le faire. Ça ressort, tac tac tac. Ça finit dans la plaque de distribution à nouveau. Il y a un tout petit chemin ici et hop, directement ça ressort. Vous voyez encore une fois. Ça finit dans le waterblock du CPU. On voit un petit peu d'ailleurs la température du CPU à gauche. Bon, la pièce est assez chaude là. Puis il est en train de tourner un petit peu. Et ensuite ça ressort directement au-dessus. Tac tac tac. Bim, ça finit là. Et vous voyez, on voit assez bien le chemin que ça prend. Ça finit là-haut. Et là, ça ressort encore à nouveau dans le radiateur. Donc ça c'est un des premiers radiateurs. Ça fait toute la longueur, là pour information, quand ça va dans le radiateur, ça fait toute la longueur du radiateur, donc le radiateur est plutôt gros, et puis ça repart dans l'autre sens, et puis ça sort ici, ça retourne à nouveau dans la plaque de distribution, ça descend, ça ressort dans la plaque de distribution, l'autre radiateur qui est énorme, regardez cette épaisseur. Donc ça c'est l'épaisseur d'un ventilateur que vous voyez en dessous ici, ça c'est l'épaisseur du radiateur, juste pour vous montrer, pendant qu'une feuille de ma plante est en train de tomber. Donc c'est la même chose, ça court tout le long du radiateur, puis ça revient, et puis ça ressort via ici. Là j'ai dû utiliser un petit... vous voyez que c'est un tube en métal, parce que j'ai utilisé un angle, j'en ai pour la carte graphique par exemple, pour avoir des angles à 90 degrés, 90 degrés, c'est plus facile évidemment pour ressortir. Mais là j'ai dû en utiliser un parce que c'était tellement court, c'était impossible de plier correctement le tube. Mais il y a quand même un petit bout de tube. Et là ça finit dans le réservoir, donc le liquide refroidi se remélange à tout le liquide qui était stocké dans le réservoir, qui était aussi refroidi en réalité, donc on s'en fiche, et ça se refait absorbé par la pompe et ainsi de suite. Pour information, et beaucoup de gens ne le savent pas, mais le temps que le liquide prend pour faire tout le tour d'un truc pareil, c'est en secondes. C'est très 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 rapide. Vous avez à peine, vous pourriez mettre juste du colorant, vous verriez tout le truc prendre de la couleur du colorant automatiquement. Et donc un truc que beaucoup de gens ne se doutent pas forcément, c'est qu'en fait le liquide ne prend pas énormément de chaleur quand il passe. Il prend un peu de chaleur sur la carte graphique, sur le processeur, mais il prend du temps à chauffer en fait. Donc c'est pas comme si le liquide qui sortait de la carte graphique ici était 5 degrés plus chaud ou autre chose. Non, il est à peine plus chaud, quelques dixièmes de degrés certainement, et puis il passe par le processeur, il prend encore quelques dizaines de degrés, et puis il va se faire refroidir. Après, il y a du liquide qui passe en permanence, donc en permanence, le liquide prend quelques dizaines de degrés à chaque fois qu'il passe.
mais il se refait refroidir après. Voilà, je tenais juste à le préciser, parce qu'il y a des gens qui n'en tiennent pas forcément compte. Donc vous voyez là, il y a un port ici et un port juste là-haut, on le voit assez bien. Et ça, c'est pour refroidir l'étage d'alimentation de la carte mère. Et la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est parce que déjà, elle n'en a pas besoin, honnêtement. Elle est déjà assez bien refroidie. Et puis surtout, vous voyez que c'est pas en face ici. Donc là, vous voyez, ce truc-là n'est pas en face de celui-là. C'est juste pas parfait, en gros. Un autre truc aussi que je peux vous montrer, c'est que pour ressortir du Waterblock CPU, on a encore une fois un truc qui étend vers le haut. On le voit assez bien ici en métal. C'est tout simplement, ou sinon, on irait directement dans la RAM. Il y a un petit peu de marge. Je pourrais enlever la RAM d'ailleurs si je voulais vraiment. Après, comme j'utilise encore du soft tubing, donc du tube non rigide, je peux enlever le Waterblock CPU et enlever la RAM si je veux vraiment. Mais bon, il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop ça, pour information. Et donc ça complète le loop order. Donc comme vous pouvez voir, l'ordre de tout ça est plutôt simple. Hein. C'est vraiment, ça passe surtout carte graphique CPU, ça se fait refroidir, ça se refait refroidir en bas, et puis ça fait le tour. Très simple, efficace. Ce qui est un peu moins efficace, c'est la pompe que fournit Ikea avec cette plaque de distribution qui est un peu anémique, on va dire. Il faudrait pas mettre une carte graphique en plus en réalité là-dessus parce qu'elle est pas très puissante. Donc je la fais même pas tourner très vite parce que le problème aussi que... Et c'est là que j'en arrive. On va parler un petit peu température et pourquoi j'ai fait le water cooling. Donc moi, déjà, pourquoi je fais le water cooling? Parce que j'aime bien. C'est sympathique à regarder. C'est sympathique à travailler dessus. C'est pas pour tout le monde. C'est clairement pas pour tout le monde, mais j'aime bien. J'aime bien le look. J'aime bien travailler dessus. Et j'aime bien aussi le gain de performance que ça peut donner, surtout sur la carte graphique qui, elle, profite tellement là-dessus. Après, je vais être très honnête, c'est pas vraiment nécessaire. Vous pouvez avoir un énorme waterblock, un énorme refroidissement CPU en air cooling qui fera très bien l'affaire. La RTX 2080 Ti ici d'Asus, la Strix, est très bien refroidie de base. Elle n'avait pas besoin d'être aussi bien refroidie. Mais j'aime bien aller un peu plus loin, vous voyez. Donc c'est pour ça. Du coup, est-ce que mes buts sont accomplis? Mes buts sont accomplis, clairement. Je veux dire, la température du CPU a beaucoup diminué. Je peux vous sortir un peu des stats ici. Donc, notamment quand la pièce est à bonne température, donc c'est-à-dire une température normale, 21-22 degrés, le CPU est en général sur le bureau quand je ne fais pas trop rien. Mais le problème, c'est que moi, j'ai un PC où j'ai beaucoup de programmes qui tournent. Donc, en général, il fait toujours quelque chose. Il tourne à 40 degrés à rien faire. C'est un peu plus haut, mais il faut tenir compte que le 3900X est un processeur qui... C'est le moins efficace de toute la génération des 3000. Par exemple, le 3950X est plus efficace au niveau énergétique, c'est pour dire. Donc il a tendance déjà, même des fois sur le bureau, à avoir un seul cœur qui s'amuse à faire toutes les tâches et qui monte à 4,4 GHz, vous voyez, qui booste à fond et qui chauffe en fait, et qui fait chauffer un peu plus le processeur. Donc en général, ouais, il est à 40 degrés, mais je peux vous dire que j'avais déjà testé avec un autre refroidissement qui était plutôt véloce dessus. C'était la même chose. Il est toujours à 40 degrés en fait quand il est bien refroidi. Après, en pleine charge, et c'est là le plus important, quand il y a tous les cœurs qui sont utilisés, il est dans les débuts des 60 degrés. Donc il fait du... En général, quand je le stresse pendant un petit moment, il fait du 65 degrés. Quand je fais des rendus premières, donc un rendu de vidéo, c'est là où j'utilise réellement le plus le CPU en temps normal d'ailleurs. Là, il est même en dessous de 60 degrés, 59 des fois il booste. Des fois, il a un pic où il monte et puis il redescend tout de suite. Ça dépend justement de ce que fait un petit peu la carte mère avec le processeur, mais en général, ouais. Début de 60 degrés. Des fois, si je laisse tourner le stress test pendant toute une nuit et que la température de la pièce augmente jusqu'à 27-28 degrés, c'est ça le problème de ma pièce, elle est très mal. Toute la chaleur s'accumule. Donc, quand il fait 28 degrés dans la pièce, notamment, et que ça a tourné pendant un moment, bon, là, je vais monter vers 68-69 degrés. Nice, d'ailleurs. Donc, ouais, ça va. C'est largement, c'est même très bien pour le 3900X. Surtout que, je le répète, le 3900X, c'est le plus chaud des processeurs Ryzen, à part si vous montez sur les Threadripper. La carte graphique, et c'est là que je voulais voir le plus gros gain, là, par contre, c'est totalement différent. Sur le bureau, avec une température de la pièce qui est 21-22 degrés, elle est à 30 degrés. Elle est en mode, je ne fais rien. Et il faut tenir compte qu'elle est à 30 degrés malgré le fait que j'ai un petit bug. Ce n'est pas dû à Asus parce que j'avais déjà ce bug-là avec ma GTX 1080 Ti et même avant avec ma GTX 1080. Mais j'ai un bug qui fait que quand j'ai deux écrans branchés et qu'il y a un écran avec un haut taux de rafraîchissement et tout ça, et qu'il est en DisplayPort, c'est un bug qui existe, connu avec le DisplayPort.
et avec les cartes graphiques NVIDIA, qui fait que en gros, la carte ne descend pas à son plus bas niveau de performance, ok? Elle continue de se mettre à un semi-niveau, vous voyez, où elle est plus performante, mais elle n'est pas encore en full 3D performance maximum. Et du coup, le problème, c'est qu'en permanence, elle consomme 50 watts. Un peu problématique, mais c'est pas la faute ici, comme je dis, même de cette RTX 2080 Ti, c'est plus un bug de Nvidia de manière générale et du DisplayPort. Si quelqu'un connaît un fixe, je suis curieux, je serais vraiment content de l'avoir. Et du coup, ouais, quand elle est à 30 degrés sur le bureau, en fait, elle tourne à 50 watts déjà d'utiliser. Donc en fait, elle est déjà un petit peu en charge. Après, dans les jeux vidéo, ça ne l'impacte pas vraiment, je tiens à le dire. Dans les jeux, j'ai de full performance. Donc, justement, quand je fais tourner un jeu, là, elle monte plus au niveau de le plus haut que j'ai vu, vraiment. Et quand la pièce, encore une fois, la pièce accumule de la chaleur et monte à 27-28 degrés. Le plus haut que j'ai vu, c'était 50 degrés. C'est vraiment le strict plus haut parce que au-dessus de ça, c'est là que je commence à voir les ventilateurs qui commencent à augmenter au niveau du régime et qui disent non, tu vas rester mieux refroidi. Et d'ailleurs, quand elle est à ce niveau-là, quand elle est en full 3D, full performance, au niveau fréquence, sans overclocker d'ailleurs, le processeur, comme je l'avais dit, montait à 4,1 GHz sur tous les cœurs. La carte graphique, elle monte à 2015-2050 MHz, ce qui est déjà pas mal pour une 2080 Ti, sans l'overclocker. J'ai juste dit, hey, utilise toute l'électricité que tu peux utiliser, elle booste d'elle-même comme ça. Je ne l'ai même pas overclocké en fait. Elle tourne comme ça de base. Donc je pourrais l'overclocker encore plus haut, certainement vers 2100 MHz, c'est un peu le maximum des 2080 Ti. Et là, j'aurai encore de meilleures performances. La RAM aussi, je dois l'overclocker. Mais en réalité, je ne ressens pas le besoin, elle est déjà très performante. Donc je la laisse juste booster d'elle-même et puis voilà. J'ai pas vraiment des chiffres de performance dans les jeux, parce que je me suis pas vraiment amusé à mesurer plus que ça, parce que j'ai pas de mesure aussi avant-après, donc voilà. Tout ce que je sais, c'est que j'avais testé un petit peu Time Spy Extreme, et j'avais un meilleur score que la plupart des 2080 Ti, genre j'avais un meilleur score que 99% des gens, donc c'est juste pour dire que, ouais, les performances sont là, il n'y a aucun problème. Avec les shaders Minecraft, c'est les plus hauts FPS que j'ai jamais vus, avec n'importe quelle config, donc ouais, j'ai clairement les performances, il n'y a aucun problème. Tous les jeux que je fais faire tourner tournent. En général, je joue beaucoup de jeux indés qui sont pas les mieux optimisés, donc l'avantage ici, c'est que j'ai tellement de puissance que je geste la puissance sur les jeux et forcément, ils tournent bien derrière. C'est un peu overkill, mais ça marche. Un petit dernier sujet en rapport avec la chaleur, le refroidissement et tout ça. Donc, actuellement, et c'est un petit peu un truc que je vais améliorer, mais je ne mesure pas la température du liquide. Ce que je faisais avant avec l'ancien PC water coolé, parce que j'avais une sonde qui mesurait la température du liquide et qui régulait la vitesse des ventilateurs selon elle. Donc j'ai le Commander Pro de chez Corsair, il est derrière, j'ai pas de plan de ça, mais c'est un petit contrôleur, vous mettez tous les ventilateurs, vous pouvez brancher des sondes de température dessus, et après, dans le logiciel de Corsair, vous pouvez dire, hey, tous les ventilateurs ont une vitesse qui dépend de la température, justement, du liquide. Le truc ici, c'est que j'ai plus cette sonde-là, il faut que j'en rachète une, donc ce sera certainement pour l'update de ce PC, ou quand je changerai le liquide, ou quand je mettrai le hard tubing. Et en gros, pour le moment, tout est régulé selon la température de la carte graphique. Pourquoi? Parce que même quand je fais des rendus sur Adobe Premiere, par exemple, c'est elle qui travaille le plus. Enfin, c'est pas elle qui travaille le plus, mais elle chauffe aussi en même temps que le CPU. En général, quand le CPU est utilisé, la carte graphique aussi. Donc, je régule selon la carte graphique. Et c'est pour ça que je dis qu'elle ne dépasse jamais les 50 degrés, parce qu'à partir de 50 degrés, c'est là que les ventilateurs commencent à devenir un peu plus genre... Ouais, tu vas être refroidi, toi, et tu vas arrêter de nous embêter. La vitesse de la pompe ne change pas, elle. Je ne régule pas la pompe. Elle est toujours fixe à 60% plus ou moins. Ce qui n'est pas énorme. Ça pourrait être mieux. Ça donnerait des meilleures températures si j'avais faisais tourner mieux. Mais c'est un peu mon problème avec le truc. Et j'en arrive après au dernier point qui était important selon moi. C'était le silence. J'en parlerai un petit peu après. Mais ouais. Quoi qu'il arrive, tout est régulé selon la carte graphique. Je ne sais pas exactement la température du liquide de refroidissement, mais après je suis pratiquement sûr qu'il reste dans les maximum 40 degrés, c'est sûr et certain, vu la température de la carte graphique qui est maximum à 50 degrés, c'est juste logique. C'est très important, pourquoi? Parce que pour information, à partir de 55 degrés, 60 degrés surtout,
le liquide est tellement chaud qu'il peut commencer à dégrader le plastique des tubes de soft tubing. Donc c'est important de rester en général en dessous de 55 degrés, même en dessous de 50 degrés. Mais là, je suis sûr que je le suis. Mais dans le futur, quoi qu'il arrive, j'aurai un PC mieux refroidi encore parce que le truc, c'est que là, si je lance un programme qui charge la carte graphique, forcément, d'un coup, les ventilateurs montent un petit peu en régime. Ils sont par défaut à 700 tours par minute. Ils montent à 800-900 tours par minute quand il y a un peu plus de charge. Et quand il fait vraiment chaud, c'est là qu'ils sont à 1000-1100 tours par minute. Et quand ça dépasse un petit peu les 50 degrés, ils peuvent monter jusqu'à 1400. Après, ça reste assez silencieux parce qu'ils sont en dessous et ils sont au-dessus. Donc, ils ne sont pas dirigés directement vers moi. Donc, ça va plutôt bien niveau bruit. Ce qui fait un peu plus de bruit, la pompe. Les foutues pompes. C'est toujours mon problème avec le water cooling. C'est les pompes de water cooling. Elles sont mauvaises, franchement. Ou c'est les pompes de manière générale, je sais pas. Mais c'est là, je sais pas. Ou c'est moi qui suis... Mais même tous les refroidissements, les all-in-one, vous avez tous les water cooling préfaits, tout ça. J'entends toujours la pompe. Je l'entends, c'est toujours ce petit bruit aigu que moi, je n'arrive pas à supporter. Donc, heureusement, la pompe est un peu cachée derrière. Vous voyez qu'il y a tout le truc qui est devant et tout ça, elle est cachée derrière. J'avais juste un problème, très étonnant, mais en gros, j'ai le mur derrière. La pompe faisait du bruit, passait à travers, parce que vu que c'est un boîtier qui permet de mettre des ventilateurs sur le côté, vous avez une grille sur le côté derrière. Donc ça passait à travers la grille, reflétait contre le mur et revenait à mon oreille. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai littéralement un truc de mousse acoustique qui absorbe le son juste derrière, pour absorber le son de la pompe. Et maintenant, ça va. J'entends un petit bruit, évidemment. Donc là, si j'écoute comme ça, j'entends juste un petit bruit de pompe. Un petit peu vite fait le bruit des ventilateurs. Je suis assez sensible à ce bruit-là, personnellement, mais j'ai pas mon casque. Si je mets mon casque, j'entends plus rien, en fait. Si je mets de la musique, du son, le son d'un jeu, j'entends plus rien, donc c'est nickel. Par contre, j'ouvre la fenêtre, comme ça, au moins, il y a l'air chaud qui peut sortir de la pièce, parce que comme je dis, ou sinon, ça peut monter un peu plus vite, mais c'est dû au fait que cette pièce est trop bien isolée. C'est pas dû au fait que le PC n'arrive pas à refroidir. Justement, le PC arrive à très bien enlever la chaleur des composants, tellement bien que ça chauffe la pièce. Donc, ouais. Et donc voilà, on en arrive à la conclusion de ce full PC water cooling. Est-ce que c'est pour tout le monde? Non. Est-ce que j'aime bien en faire? Oui, totalement. Est-ce que ça vaut la peine selon moi? Oui. Bonne température, surtout la carte graphique est très bien refroidie. Ça me donne vraiment des performances que je n'atteindrai pas avec du full air cooling. Après, il y a évidemment des petits défauts. Autant c'est moins bruyant que du air cooling, clairement. Vraiment, un tel refroidissement, il est clairement moins bruyant. Je dirais même que, bon, le CPU, il y aurait moyen de le refroidir, mais la carte graphique, forcément, même si c'est un très bon refroidissement fait par Asus, c'est une RTX 2080 Ti. Si je la mettais à cette fréquence sous le air cooling, elle ferait quand même un certain bruit. Là, avec des gros ventilateurs qui bougent beaucoup d'air, mais qui ne tournent pas très fort, ça permet d'avoir un niveau de bruit qui est très contenu. Le problème, évidemment, c'est les pompes de water cooling. Et je pense que ça, c'est un truc pour le prochain PC water cooling que je fais pour mon full setup. Je vais être honnête, je pense que je vais envisager la solution de Linus Tech Tips. Aussi, le problème de chaleur qui s'accumule dans la pièce. Je pense que je vais juste faire des trous dans le mur, faire passer les tubes de water cooling dans le mur, mettre le radiateur, la pompe et les ventilateurs du côté du mur, de l'autre côté du mur. Et là, il y a juste 2 tubes qui arrivent par derrière. Ce qui est bien, c'est que ce boîtier a beaucoup de place derrière, donc je pourrais les faire passer par derrière et juste passer derrière la carte mère, qu'on ne les voit même pas, et les refaire sortir vers l'avant. Et là, je me fais full PC, genre hyper silencieux, rien du tout. Je peux prendre une meilleure pompe, comme ça, je peux même mettre une deuxième pompe pour avoir de la redondance au cas où. Et ce serait nickel, franchement. Donc ça, je pense que ce que je vais faire pour le prochain PC full water coolé. Donc ouais, je continuerai de faire des full water cooling. Par contre, je vais être très honnête, j'aime ça. J'aime juste ça, j'aime bricoler, j'aime juste passer des heures à bien faire le truc, bien faire en sorte que ce soit beau à regarder aussi, même si là, il faut que je fasse du hard tubing. Et puis juste, à la fin, vous allumez, ça marche et c'est génial. Bon, vous allumez d'abord pour faire tourner le water cooling et faire passer les bulles, mais ouais, dans tous les cas, ouais, j'adore ça. Donc ouais, c'est quelque chose que j'aime bien et que je continuerai de faire. Donc, en attendant, si vous voulez quand même les avantages du water cooling sans les désavantages, vous pouvez prendre des gros kits de water cooling. Même si selon moi, par exemple pour Ryzen, vous pouvez prendre les gros refroidissements à air, sont largement suffisants. Ils sont très silencieux, vraiment silencieux. Il n'y a pas de pompe, donc ça aide. Pour les cartes graphiques, prenez
les plus grosses qui existent au niveau refroidissement et vous serez tranquille si vous voulez vraiment un PC silencieux. Et surtout, le plus important, c'est prenez un bon boîtier. Beaucoup de gens juste prennent un boîtier qui est joli mais qui n'est pas bien refroidi. Celui-là, il est bien. Dans tous les cas, j'espère que vous avez pris bien d'apprécier cette vidéo. Encore merci à Asus d'avoir fourni cette RTX 2080 Ti, à G-Skill d'avoir fourni les 32 Go de RAM. Vous aurez des liens dans la description vers, selon moi, les pièces les plus intéressantes de ce PC, comme j'avais fait sur la chaîne principale. Toutes les pièces ne sont pas recommandables à tout le monde parce qu'il y a des pièces assez overkill, mais je mettrai des liens quand même Amazon si vous voulez soutenir la chaîne. C'est des liens évidemment affiliate, donc je touche un pourcentage. Après, tenez compte que Asus et G-Skill n'ont pas sponsorisé cette vidéo. J'ai totalement le droit de dire ce que je veux dessus, sur les pièces et tout. Et la raison pour laquelle j'ai ces pièces-là, c'est juste que selon moi, c'est des très bonnes pièces. Donc ouais. Bref, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine et je vous dis ciao ciao.